Bonjour Jean-Paul Rouland, c'est une joie d'accueillir un brontosaure. Vous n'avez pas tous les jours l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est comme ça, qui vient d'un autre temps. Alors 1928, moins 4%, c'est le titre de votre bouquin. C'est-à-dire que dans quelques mois, je vais être à moins 3%. C'est-à-dire, allez, on va dire la vérité, bientôt. Quand je vais être à 0%, Oui. ça va être grave. Ça va être 97 ans, Jean-Paul. Quand je dis le brontosaure, c'est le brontosaure de l'histoire de la radio et de la télévision française. Tout à fait. Alors là, vous êtes précieux, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, hein. Il y en aura de moins en moins. Oui. C'est surtout ça. Ce qui est fou, c'est que vous racontez des souvenirs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais ouais. la télévision, quand même. Vous avez commencé en 1951. Oui. En 51, j'ai fait ma première télévision. C'est mon premier contrat. Et je jouais, c'était du théâtre pour enfants. Oui. Bidibi, les aventures de Bidibi et Bamban. Hein. Et donc, c'était, à l'époque, il y avait deux définitions de télévision. Il y avait le tout petit écran qui était grand comme ça. Et puis, il y avait les nouveaux qui étaient en, je sais plus combien de lignes, tout ça. Et on faisait deux émissions. La première pour les premiers clients comme ça, et une demi-heure après pour les clients qui étaient comme ça. C'est extraordinaire. Vous aviez 23 ans, Jean-Paul, à l'époque, quand vous commencez, en J'ai 1951. Et donc, la télévision, c'était quoi? C'était rue Cognac-G, déjà? Ça se passait comment? C'était rue Cognac-G, tout se passait rue Cognac-G. Là, tous les studios n'avaient pas les buts de Chaumont qui sont venus longtemps après. C'était la RTF et non pas l'ORTF. Oui, avant la l'ORTF. différence, bien sûr. Oui. La RTF, la radiodiffusion télévision française, mais non pas l'office de la télévision. Oui. Et c'était des contrats personnels, c'est-à-dire la télévision faisait des contrats toujours pour un individu. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillaient sur l'émission devenaient passer et signer une décharge comme quoi ils étaient là présents lorsque l'émission était faite. Alors, vous avez la tignasse rousse à ce moment-là, et vous n'avez pas encore la fameuse moustache qui va devenir célèbre dans la Non. France entière. Non, tout à fait. Et c'est parce que je joue pour les enfants, c'est Bidibi et Bamban, c'est un grand enfant qui est maquillé en blanc, et évidemment, je ne peux pas avoir de moustache. Et quand je vais cesser de le faire avec mes premiers contrats pour faire de la radio et de la télévision, je laisse pousser ma moustache pour prouver que je suis devenu un homme. Oui, oui. Alors, rencontre déterminante, Jacques-Antoine, l'inventeur des jeux à la télévision, et Pierre Bellemare. C'est-à-dire que, oui, il y a toute une équipe. L'histoire de la tête et les jambes, cette émission que nous allons faire, ça s'appelait à l'origine Télématch. C'est une émission qui avait été faite par André Gillois, qui était un grand résistant, et qui faisait une émission, c'était le jeu de loi. Ils l'ont commencé le soir à 9h, et à minuit, ils n'avaient pas fini, ils n'en étaient qu'à la moitié. Tout le monde était parti se coucher, sauf eux. Et évidemment, il a été voir Jean Darcy, qui était le directeur de la radio, de la télévision, et il lui dit, je suis pas doué pour ça, mais je connais une équipe, avec Bellemare, Antoine, Rouland, c'est une équipe de jeunes, je leur donne l'émission. Et c'est comme ça que ça s'est appelé Télématch. Et dans Télématch, il y avait un petit jeu qui s'appelait La tête et les jambes. C'est-à-dire qu'à la fois les questions pour l'intellectuel et puis les jambes pour le sport, pour rattraper quand on ne connaît pas la réponse. Voilà, mais ça c'était un tout petit jeu dans Télématch qui est devenu après ça le jeu numéro 1, puisque dans les années 58, 59, 60, on a battu tous les records d'écoute des jeux. Oui, Voilà. tous les records. Écoutez, on va entendre la musique du générique de La tête et les jambes. C'est un Pierre Bellemare que vous connaissez à ce moment-là timide. Vous dites il était timide. J'ai connu Pierrot, on l'appelait Pierrot. J'ai été d'ailleurs le dernier à l'appeler jusqu'au bout Pierrot. J'ai fait son éloge funèbre en l'appelant Pierrot. Bah oui, ça me semblait normal. Et j'ai connu un Bellemare, ça a l'air d'inouï ce que je raconte. J'ai connu un Bellemare timide qui se rongeait les ongles. J'ai connu un Bellemare qui n'était pas confiant du tout dans sa personne et rougissant. Oui. Et un jour, il a pris le dessus et il est devenu le
patron, le Bellemare, que tout le monde a Ouais, connu. alors là, vous devenez une vedette, Jean-Paul. Alors- La France entière vous reconnaît à ce moment-là. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce que j'arrive dans une émission, La tête et les jambes, qui était une émission rigoureuse, sérieuse, comme doit l'être toute émission de jeu. Et j'arrivais à faire un sketch au milieu qui faisait rigoler tout le monde. À telle enseigne que d'ailleurs, un critique avait dit, Roulant, il ne fait rire que Pierre Bellemare. Mais enfin, ça, c'était méchant. Ça a glissé toujours sur moi. J'ai jamais fait attention à ça. Non, à non, ces mais, choses-là. non, mais alors vous vous déguisez, vous inventez des sketchs, vous devenez un personnage de théâtre, hein. C'est-à-dire que Galabru, qui était un ami, avait très bien défini mon rôle à ce moment-là pour devenir vedette. Il m'a dit, tu n'étais pas un comédien qui faisait des sketchs, tu étais le copain qui venait raconter des blagues pour faire rigoler tout le monde. Comme ça vient à la fin d'un repas. Donc il y avait ce jeu, et au milieu, il y avait une détente avec Roulant qui venait, et en effet, et le premier hommage que j'ai eu, je le raconte dans mon livre, c'est un petit couple qui sort du métro, et moi, alors que moi, je viens chercher le journal, il y avait un vendeur de journal au métro Georges V, et le petit gars sort, il avait sa gapette et il allumait, et d'un seul coup, il me voit, il fait à sa femme, « Tiens, le voilà ce qu'on l'a !» C'est le premier hommage que j'ai reçu. Ah oui, c'est ça. Et c'était ça. Je venais faire rigoler les autres. On voit une couverture de Télépoche là avec votre frère Jacques. Ah oui. Hein, vous allez le faire entrer à la télévision. Je vais Il travaille faire. dans une blanchisserie. Oui. Hein, et puis bon, voilà, il va devenir aussi. Le défi, ah oui, c'est fou, je ne l'ai pas, c'était Jacques. Le défi, on l'a fait 4 ans. On a fait une émission de 4 ans avec Jacques, où on faisait venir des gens, et il y avait le défi, il fallait trouver l'originalité des personnalités, des gens qu'on invitait. Il y avait, par exemple, une dame qui disait, devinez, vous ne devinerez pas ce qu'il y a dans la main. La première chose qu'on disait, il a un poil, bien sûr. Ben non, et il posait des questions. Et à la fin, en effet, elle avait fait une greffe de peau, elle avait une touffe de poils dans la main. Ah non, mais il fallait avoir de l'imagination. Alors, vous inventez d'ailleurs les questions des jeux, vous inventez les énigmes. C'est Oui. vous qui écrivez tout ça. Il vous faut bosser, hein. Ben, j'ai pas arrêté. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté. J'ai fait plein de choses. J'ai une vie magnifique qui remplit entièrement. Non, je n'ai pas arrêté. Je n'arrête pas encore, d'ailleurs, parce que je continue. Oui, oui. Alors, vous racontez, par exemple, tiens, Bellemare, à un moment, il y a une idée d'émission, et il vient la présenter au directeur de la télévision pour gagner une somme énorme. Ah et oui. alors, le directeur, il dit, oui, non, mais attention, on pourra faire gagner 3 gagnants par saison, pas plus, parce que c'est trop cher. C'est vrai. Ça, c'est à l'Europe numéro 1. Et on fait... Bellemare propose à l'émission 1 million cash. À l'époque, c'était les nouveaux francs. Ça faisait donc une très belle somme. Et le président Floira, qui était là, il dit, attendez Bellemare, vous parlez d'anciens francs. Il dit, mais pas du tout, monsieur le président, je le vois. Et il regarde tout le monde, il dit, mais il est affolé, affolé. Il dit, mais ça va ruiner, là. Et il y avait Lagardère, qui était son bras droit à Europe. Il dit, mais vous savez, il y aura des retombées. Et en effet, quand on a commencé l'émission, toute la presse en a parlé. Et puis, un mois, même pas 3 semaines après le début, premier gagnant, boum, oh, formidable, tout le monde parle, etc. Et puis, un mois et demi après, deuxième gagnant, boum, tout le monde en parle, mais nous, on devient vert, parce qu'on a prévu 3 gagnants pour la saison. Et au bout de 2 mois, il y en a déjà eu 2. Alors il a fallu, alors ça, tempête sous un crâne. Qu'est-ce que je dis? Ouragan sous les crânes. Alors avec Bellemare, on a parlé, on a bavardé, on a changé le règlement. Alors, Oui. soi-disant pour que ça soit meilleur et qu'il y ait plus de personnes qui gagnent. En réalité, pour calmer le jeu, et on a réussi. On a eu 3 gagnants dans la saison, Ouais, fallait comme pas prévu. qu'il fallait- Fallait pas, ouais, fallait pas. Ouais, oui, oui. Mais je me souviens la tête de Floira. Alors je le rencontre. Justement, on venait d'avoir le 2e gagnant. Et j'ai fait, bonjour, monsieur le président, ça va? Il me fait, vous êtes un rigolo, vous. On était en effet des rigolos.
Là, on a frôlé la catastrophe. Oui, alors c'est vrai que Bellemare, sur ses fameuses fiches, il avait 2 questions, pas une, contrairement à ce qu'on croyait. Voilà. Une dure et une facile. Voilà, ça c'est pour la tête et les jambes. Pour la tête et les jambes, c'était normal. Il fallait faire le temps de l'émission. Donc il fallait quand même avoir le chronomètre quelque part. Oui. Alors en fonction du rattrapage, soit il prenait du facile et on continuait, soit il faisait l'interruption, c'était les jambes qui rattrapaient, il fallait Oui. rattraper. Non, mais donc il voulait c'était liquider pas- pour raccourcir c'était pas l'émission. tricher. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. On a eu un exemple dans la tête et les jambes. Je me souviens du nom, parce que j'ai une bonne mémoire. Johar Rama, qui était un champion de pétanque à Marseille. Et il devait tirer, il y avait 7 boules, et au départ, il devait en tirer 3 sur 7. C'était de la rigolade. Et là arrive le premier attrapage. Première boule à côté, deuxième boule à côté, troisième boule à côté, quatrième boule à côté. L'émission est finie, quoi. Terminée. Mais oui, au bout de 10 minutes, il n'y avait plus d'émission. Alors, Pierre, qui avait bien sûr le sens de ça, dit pour l'honneur. C'est la seule fois d'ailleurs qu'on a eu cette chose-là qui est arrivée. Perdant au bout de 3 minutes d'émission, il n'y avait plus rien. Oh, non, mais Pierre avait cette chose extraordinaire. Quand il se concentrait tellement dans l'émission que plus rien de côté ne pouvait arriver. Un jour, je me souviens, il y a eu un transport de caméra. Alors, le caméraman s'était mis sur le pied roulant de la caméra et je vois le câble se prend sous le décor et la caméra bascule avec le gars et ça explose, la caméra explose et il fait merde. Bien sûr, Bellemare s'arrête en pleine émission et il regarde, il fait qu'est-ce qui se passe? Ah, vous n'avez pas, personne n'est blessé. Bon, alors je vais vous expliquer. Et il explique aux gens, on devait tout faire avec 4 caméras, on n'en a plus que 3, donc il va falloir faire guetter que les choses prennent leur temps, etc. Oui, il savait très bien faire ça. Un jour, il fait quand même, pardon, il dit une connerie dans une émission parce qu'il passe dans une autre chaîne ou une autre émission et il fallait surtout pas qu'il dise « je crois que vous êtes formidable » ou quelque chose comme ça. Et il le dit, il fait cette bêtise. Écoutez, le hasard fait que j'étais là. Donc, à l'époque, on faisait la tête et les jambes et surtout sur Europe, on faisait « vous êtes formidable » qui a été une très bonne émission et qui a très bien marché. Bon. Et donc, comme il n'était pas en exclusivité avec Europe, il faisait cette émission-là toutes les semaines. Hein. Vous êtes formidable. Padadam, pam, 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 padam. Ça partait. Alors, on a fait des choses extraordinaires. Et Armand Jameau, qui était dans notre équipe, arrivait dans notre équipe, avait trouvé le moyen de vendre Bellemare sur Luxembourg, le concurrent d'Europe, hein, pour une émission qui s'appelait 10 millions d'auditeurs le midi. Et l'émission marche. Et Bellemare emportait un jour, j'étais là, le hasard fait que j'étais dans la cabine technique avec Jameau, à côté de Jameau, et Bellemare fait la conclusion de l'émission sur le Luxembourg, et il termine en disant « parce que vous êtes formidable ». Un ange qui passait par là est tombé du côté de l'Europe. Et le lendemain, de la belle écriture bleue de Louis Merlin, qui était le directeur, lui envoie un mot. Mon cher Pierre, ayant avoué notre coquage hier en direct chez nos concurrents, vous ne faites plus partie d'Europe. 9 ans 9 ans au Et placard. Pierre a été banni de Europe numéro 1 pendant 9 ans. Incroyable. Alors, tous les mercredis, vous partez au Luxembourg, en bagnole. Il connaît tout. Pour aller faire des émissions Oui. avec Guy Lux, à l'époque. Hein. Alors, on partait à 3, il y avait Bellemare, Guy Lux et moi, et on faisait une émission pour la vache qui rit à Télé Luxembourg. Et on allait au Grand-Duché de Luxembourg le mercredi matin pour faire en direct, donc le mercredi soir, les enfants ayant le jeudi, on n'allait pas à l'école, c'était une émission familiale où on a rigolé. En direct, il y avait des fois, on ne pouvait pas terminer tellement
on avait le fou rire, nous aussi. Oui, vous en racontez dans le bouquin, là, du Ah fou oui, rire, hein. ah oui, incroyable. Et donc, on a fait ça pendant deux ans. On allait donc toutes les semaines au Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg. Voilà. Oui, oui. Et alors, Guy Lux, bon, limite, il va vous piquer un peu une Ah ben, émission alors, à un moment, hein, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on apprend un jour par les journaux que la tête et les jambes s'arrêtaient et que c'était remplacé par une émission de Guy Lux. Voilà. Ça s'appelait La roue tourne. Enfin, bon, ça... Bon, c'est des accidents qui arrivent. Et non, mais attendez, c'était pas correct. Non, Non. non, c'était pas très correct. Oui. Mais il faisait pas partie réellement de mes amis. Non, il était un peu... Non, enfin bon, il était comme il était. Il a fait une belle carrière aussi, lui. Oui. Il s'est bien débrouillé. Oui. Non, moi j'ai eu cette chance formidable de me trouver dans l'équipe Bellemare pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Et d'avoir un patron qui n'était pas un patron puisque c'était un ami. Et je ne peux pas mieux comparer, c'était une locomotive, Bellemare est une locomotive, et moi j'étais le chauffeur à côté du pilote, et je mettais le charbon pour que ça marche. Hein. Il faut des idées, et j'apportais ça, et le sourire, et le côté rigolade. Ah oui. Et j'étais très ami avec Pierre, j'ai été très affecté par son décès, j'ai fait son éloge funèbre, son fils m'a appelé pour que je vienne faire l'éloge funèbre de Pierrot. Et j'ai dit Pierrot jusqu'au bout. Il y a plein de souvenirs dans ce bouquin qui s'appelle donc Jean-Paul Rouland 1928, moins 4%. et alors tiens, Claude François, une fameuse histoire de cravate. Alors on va dire c'est pas flatteur pour le clo-clo là, et t'es pas commode. Non, Hein. il était inconscient. Ben, c'est le succès. Il n'y a rien à faire. Il y a ceux qui, dès que le succès arrive, sont plus les mêmes. Et donc ce jour-là, il nous a fait attendre pendant 4 heures parce qu'il avait oublié sa cravate, la bonne cravate. Et il fallait aller chercher. Il était dans son moulin, son fameux moulin à côté de Paris. Et le temps d'aller la chercher, etc. On a attendu. Il y avait donc une quarantaine de personnes qui ont attendu pendant 4 heures à rien faire que Clo-Clo et sa cravate. Oui. Et le type qui l'avait oublié, c'est là où je cite une phrase que dit Clo-Clo. Des types comme toi, il faudrait les piquer à la naissance. Ah oui. C'était pas très gentil. Il a traité de connard. Il a dit c'est la faute de ce connard. Bien sûr, oui. Non, mais là, non. Bon, c'est vrai que dans ce métier, c'est... Alors, Fernand Reynaud, quand même, Fernand c'est un autre cas. Un autre cas, parce que lui, c'est un peu pareil. Alors, le public, c'était pas facile hein, pour lui. Hein. C'est-à-dire que j'ai été surpris un jour, puisque on venait de bureau de préparer une émission avec lui. D'abord, premièrement, avec lui, c'était pas possible de parler longtemps parce qu'il essayait ses sketchs sur vous. Il te racontait une histoire. Oui, figure-toi que l'autre jour, j'étais, etc. Ça te fait pas marrer, ça? Ça te fait pas... Il préparait les émissions. Et puis un jour, on sort du bureau qui était aux Champs-Élysées, et puis il y a quelqu'un, en sortant, faut dire que c'était quand même gonflé, il lui tape sur l'épaule. « Fernand, comment va ta sœur ?» Et Fernand sortant, il fait « Elle t'emmerde, connard !» Et alors je te dis, il dit « Mais tu fais ?» Il dit « C'est le seul moyen de se débarrasser des gens qui osent t'agresser comme ça. » Parce que c'est une sorte d'agression. Oui. Oui, un jour, vous êtes en coulisses pendant qu'il fait son spectacle. Vous êtes à côté et il n'est pas content du public. Oui, c'est pareil. Il était aux Variétés, il faisait son numéro. Il avait un numéro exceptionnel. Il faisait le défilé, le fameux défilé avec des soldats différents. Là, vous l'avez vu. Oui. Tout le monde. Le défilé militaire. Et donc, il faisait son numéro. Et j'avais, moi, le Nagra, je venais l'enregistrer pour je ne sais plus quoi. Et alors, il parle, et puis d'un seul coup, il me voit. Enfin, ah, salut, j'arrive tout de suite. Hein. Il fait, c'est Rouland, vous savez, vous le connaissez, il dit au public. Vous connaissez la moustache, la télé, le télé. Oui, j'arrive tout de suite. Et puis il fait, ils sont mauvais. Hein. Oui, vous êtes mauvais. Parlez du public. Au public. Oui. Ils sont mauvais. Il dit, vous êtes peint sur vos fauteuils. Regardez l'autre, elle rigole. Là, elle dort. Et les gens rigolaient.
Les gens rigolaient, ça les faisait rigoler. Bah oui, mais Ouais, vous dites, avec sa Rolls, il a foncé dans le mur d'un oui, cimetière. oui, il est mort. Oui, Dans le mur d'un cimetière. dans le mur d'un cimetière, oui. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Et la portière s'est ouverte et elle a retombé sur lui. Il a été écrasé Oui, sous c'est sa Rolls triste, blanche. mais il était sous. Oui, je pense. Oui, il s'est endormi. Il a pu s'endormir Il y a une au forme volant. de tristesse aussi derrière le rire. Il y a une forme. Alors, Oui. vous parlez de Francis Blanche aussi, qui était un sacré personnage aussi. Alors là, Francis. Alors là, c'est une histoire que je raconte en effet. Un jour, je m'apprête à aller voir le petit cinéma des Champs-Élysées à côté du Normandie qui passait des vieux films classiques. Et il passait le film d'Hitchcock, qui est une merveille. Le crime était presque parfait. Là où Grace Kelly tue le type qui vient pour l'assassiner avec une paire de ciseaux. Vous l'avez vu, c'est un film magnifique, magnifique. Et donc je suis dans la queue qui attend pour rentrer à la séance. Et la séance précédente sort Francis Blanche qui, me voyant, fait « Ah, salut, ce film me fait chier. Oh, mais me fait chier. » Alors évidemment, autour de moi, tout le monde rigole parce que on le reconnaît. Bon, il vient vers moi, à la main tendue, comment vas-tu? Et je sens qu'il y a quelque chose derrière ça. Et il recommence, je fais, mais tu n'aimes pas ce film? Il me fait chier, ah, il me fait chier. Et là, je m'attendais bien sûr à quelque chose qui est venu. Il fait chier, oh, ça fait 4 fois que je le vois. Je cherche ce qui ne va pas, j'ai pas encore trouvé. ça, c'était l'humour. Ça, c'était un type, vous dites, qui s'habillait en scaphandrier rue de l'Université à côté des studios. Personne ne le sait, personne ne le dit. Je l'ai vu faire la première caméra invisible. Ça s'appelait pas comme ça, mais la première caméra invisible, c'est lui qui les a faites. Il était au studio de Kodak G, qui donnait rue de l'Université derrière. Il avait créé une entrée, une fausse entrée, avec comme un appartement. Et il y avait le majordome qui venait accueillir un portraitiste qui venait faire son portrait. Et il arrivait, il était habillé en scaphandrier et il fallait lui visser le casque dessus. Donc on ne le voyait plus. Le portraitiste disait, mais vous voulez... Alors c'était très drôle. Eh bien, c'est les premières émissions qu'a fait Francis. Il avait du génie. C'est vrai, la caméra invisible, tiens, on voit là derrière. C'est vrai que ça va marquer les souvenirs. Vous parlez voilà, de Jacques Legras. C'est la seule émission qui reste. Quand on me parle de la télévision que j'ai faite, aujourd'hui, c'est la caméra invisible qui reste. Grâce à Legras, parce qu'il avait du génie, et Jacques Legras. Il était gentil. Et les gens ressentaient ça. Il y a un exemple total que nous avons fait. On avait mis Legras, enfin, le personnage principal avait un imperméable sur les bras, et il disait aux gens, pardonnez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous voudriez m'aider? Mais bien sûr, dans ma poche, là, il y a une clé. Vous voulez la prendre, la clé? Alors sortez une clé. Et à ce moment-là, il montrait qu'il avait des menottes. Et les gens, dans l'affolement avec Jacques Harry, qui était le premier qui faisait le sketch, lui remettaient la clé dans la poche. Non, 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 non. Enfin, il se sauvait. On l'a fait avec Jacques Legras. Il y a 3 personnes qui l'ont enlevé les menottes à lui, parce qu'il a été gentil, parce qu'il avait un bon air. Oui. Alors un sketch avec Fernand Reynaud, encore lui. Donc, et là, il fait son fameux sketch des croissants, mais ça, c'est les camélias. Alors il refait chez une fleuriste de la place des Ternes, pas loin d'ici. Oui. Et là, à un moment donné, il enlève sa fausse moustache et tout ça. Et il est très vexé parce que la femme en face de lui ne le reconnaît pas. Non, mais ça, c'est pour la petite histoire. Moi, je sais qu'il voulait qu'on le refasse. Il ne voulait pas qu'on le passe. Parce qu'en effet, vous pouvez le regarder, ça fait partie des classiques. Il suffit de taper Jacques Legras, les camélias, et vous avez le sketch. Fernand Reynaud, les camélias. Fernand Reynaud, pardon. Les camélias. Et c'est pour la petite histoire, il ne voulait pas le faire parce qu'en effet, on voit, elle ne le connaît pas. Et alors, évidemment, il était
très vexé qu'on ne connaisse pas Fernand Renaud. Mais le monsieur que j'ai en face de moi, Jean-Paul, il raconte aussi ses souvenirs d'enfance. C'est la guerre, c'est la toute enfance. Vous racontez, gamin, vous avez dû creuser parce qu'il y avait eu un bombardement pour enterrer des morts. Oui, parce que figurez-vous qu'en effet, je suis en train de travailler d'ailleurs sur une série. Je voudrais terminer en beauté, faire une série pour la télévision sur la Libération. Sur la Libération en province. Parce que en 44, au mois de mai 44, mon père on habitait rue Erlanger, tout proche de la porte de Saint-Cloud. Hein. Et donc, il y avait les bombardements des usines Renault qui débordaient largement. Il y a eu plus de 600 morts de fait par l'aviation américaine. Et mon père me dit, mon petit gars, vu ce qui se passe et la proximité des usines Renault, on risque tout à Paris pour les bombardements. Tu vas aller tranquillement chez ta grand-mère à Avranches. Et il m'a envoyé à Avranches, où il y a tout eu, les bombardements. Il y a tout eu. On a eu le bombardement, le débarquement, la percée d'Avranches, etc. Les bombardements de nuit. On a eu pire que chose. J'en avais fait un bouquin d'ailleurs, oui, qui s'appelait Bon papa, pourquoi t'es pas mort à la guerre? Et donc, de ce livre, je voudrais en faire une série. Alors, quand je dis, là, vous avez dû creuser, on vous donne... C'est terrible, un enfant. Ça fait partie des choses. J'avais 16 ans à l'époque, et un convoi allemand est bombardé sur une route. Et le travail fait, les camions flambent, le mitraillage, etc. Et avec un copain, on se précipite sur la route pour regarder. Et à ce moment-là, il y a un officier allemand qui arrive et il nous lance une pelle en disant pour creuser, faut creuser pour enterrer les morts. Et me voilà fossoyeur de la Wehrmacht. Ouais. Sur le bord, je commence à creuser. Et l'autre avait son pistolet mis dans le ceinturon, sorti dans le ceinturon. Donc il ne s'agissait pas de faire. Heureusement, d'un seul coup de sifflet, les avions reviennent, tout le monde se précipite dans le fossé, et je suis parti. C'est comme ça que je n'ai pas été le fossoyeur de l'armée allemande. Oui, mais alors par contre, vous décidez des Croix de Lorraine à l'école, dans votre cahier, et le maître, vous dites, est un collabo. Oui, le maître est un collabo. Il me dit, petit imbécile, et si je t'emmenais à la commandanture? Il m'a dit ça. Incroyable. Et donc, il avait en effet, au Vésinet, où j'étais à l'école, et donc, il m'a emmené chez le directeur, lequel directeur n'était pas du tout de son avis, c'est-à-dire côté Pétain, parce qu'à l'époque, on était pour Pétain, ou pour De Gaulle. Moi, j'étais pour De Gaulle, j'avais trouvé un tract avec De Gaulle, l'appel du 18 juin, et je l'avais mis sous mon matelas, et tous les jours, je le regardais. Oui. Et alors, après la guerre, vous allez assister aux femmes tondues. Vous allez voir ça. Et évidemment, ça vous révolte. Après la Libération, à la Libération. Oui, la Libération. Et j'ai devant moi un personnage avec un Panama sur la tête, un vieux monsieur, et qui dit, je ne peux pas rester, c'est dégradant ce que vous allez faire. Et en effet, alors il se fait invectiver. Vous entendez, oui, salaud. Alors il fait, très heureux. Enfoiré, très heureux. Il reste digne jusqu'au bout, et il va sortir, et je vais le suivre, parce que c'était regardable. Ces pauvres femmes qu'on était en train de tondre, que était la majorité pour la majorité, travailler avec eux, enfin, c'était bon... C'était lamentable. Oui. Et un spectacle inouï. Vous savez, Brassens, elle est à toi, cette chanson. Toi qui m'as souri lorsque les gendarmes m'ont pris. J'ai souvent pensé à tout ça en citant Brassens. Vous le citez, il avait écrit aussi une chanson qui s'appelait La Tondue. Oui. Et alors, mais vous citez Brassens, Bourvil, ce sont des gentils, ce sont des gens merveilleux que vous avez connus. Oui, j'ai connu, j'ai travaillé avec eux, on a fait des émissions avec eux, et je sais que
Brassens m'avait raconté l'histoire, peu connue d'ailleurs. En effet, il tond sa pelouse de sa maison de campagne, qui était à Crépierre ou quelque chose comme ça. Et donc, il est en train de tondre et il voit un paysan qui vient s'accoter à sa barrière et qui lui crie « Ah ouais, ouais !» Alors, il dit « J'entends pas, j'arrête mon moteur. » Et « Ouais, ouais !» Alors, comme c'était un monsieur qui s'adressait à lui, il dit par courtoisie, il est en train de me demander quelque chose. Alors, Brassens dit, je descends de mon tracteur, je m'en vais vers ce paysan. Et de loin, il me dit, vous en êtes content, votre tracteur? Alors, il dit, écoutez, oui. Il s'approche, c'était Bourvil. Et Bourvil n'avait même pas sonné. Il voulait simplement des renseignements sur le tracteur et il ne voulait pas déranger Brassens. Et ça, quand je dis, ce sont des vrais gentils. Oui, des vrais incroyables. Bon, Brassens va participer à La Tête et les Jambes. Il a participé à La Tête et les Jambes et en effet, c'est tout à mon honneur. Il nous a remerciés, mais c'est à moi qu'il a envoyé la lettre et pas Bellemare. il a envoyé une lettre de remerciement. De remerciement. Ouais, quand même des souvenirs, à moi qu'il m'a des souvenirs merveilleux. Alors, vous êtes un admirateur fou de Charles Trenet. Et vous dites, c'est mieux que la Légion d'honneur. Je ne sais pas si vous l'avez eu, Jean-Paul, la Légion d'honneur. Non. Bon, vous la mériteriez. Non. Pas normal. Pourquoi? Comment vous l'avez pas? Ça s'appelle quoi, là? Ça veut dire quoi, la Légion d'honneur? Non, mais... Il y en a qui l'achètent. Il y en a plein qui n'ont rien fait du tout de leur vie. Rien fait du tout. Vous savez, c'est les colifichets. J'ai jamais été attiré par les honneurs. Je n'ai pas d'ambition. C'est ça qui est formidable. Dans ma vie, je n'ai jamais eu d'ambition. Je n'ai jamais ambitionné les autres d'être mieux que tout le monde. Parce que l'ambition, c'est ça. C'est de faire mieux que n'importe qui, avec tout le monde. J'ai eu la chance pendant 30 ans d'être avec Bellemare, qui était le patron. Quand il disait « on va faire ça », je disais « on va voir ». Oui. Et donc, je n'ai pas d'ambition et je ne veux pas. Mais vous posiez une question? Oui, parce que je disais, c'est mieux que la Légion d'honneur, ce que vous avez eu un jour dans un ascenseur de la rue Cognac-G. Vous avez rencontré votre idole. C'est en effet. Je faisais des sketchs pour Marcillac. Marcillac qui faisait la première émission qui s'appelait Sport Dimanche. Et donc, je faisais des sketchs écrits par Guy Lux. Et donc, j'avais fait, en plus, le vendredi, une émission de visite, comme on appelait ça, une visite au Grand Guignol, qui était un théâtre de folie, un théâtre d'horreur, de l'horreur. Bon. Et donc, je l'avais chiadé un petit peu, puisque à la fin, je disais... Ah ben je l'ai échappé belle et je me retournais, j'avais un poignard dans le dos avec le générique qu'une main venait, donc j'avais chiadé le truc et c'était bien. Et je vais au Cognac-G, au moment où arrive Charles Trenet qui était l'invité de Marcillac. Et alors il me fait non devant, passez devant, vous connaissez. Je dis tiens il me connaît, c'est déjà ça. Mon cœur fait là parce que c'était pour moi mon idole. Il a écrit tellement de belles chansons. J'avais ces petits formats que je jouais au piano. Et donc, on monte dans l'ascenseur et il me dit « J'ai vu votre émission vendredi. » Je fais « Oh, vous avez vu mon émission sur le Grand Guignol ?» Il fait « Un petit chef-d'œuvre, » il me dit. Depuis, vous savez, toutes les critiques que j'ai eues, et Dieu sait si j'en ai eu, sont tombées, m'ont glissé dessus. J'avais eu la Légion d'honneur de mon idole. Oui. Alors, un jour, vous courez après Charlie Chaplin pour lui serrer la main. Ça, c'est magnifique. Ça fait partie de la vie. Vous savez, on ne fait pas attention à toutes ces choses-là. On ne fait pas suffisamment. Mais la vie est tous les jours une aventure. Tous les jours, c'est une grande aventure. Et ce jour-là, je vais monter dans l'ascenseur de nos bureaux aux Champs-Élysées. Donc, il y avait 7 places dans l'ascenseur. J'étais le 7e. C'était bourré. Au moment où je vais me rentrer, je vois la porte qui s'ouvre. Et qu'est-ce que je vois? J'aperçois, je le reconnais tout de suite, Charlie Chaplin. Il venait synchroniser son dernier film qu'il avait fait dans les studios qu'il y avait du Poste parisien. Alors, je laisse la porte ouverte. Je lui fais signe de venir. Il fait non, doucement, doucement. Et alors, il vient, il s'aperçoit que c'est plein, que je vais lui laisser ma place. Il me fait non. Oh, je lui fais, je vous en supplie, pour le plaisir.
Alors il accepte, il rentre dedans. Et l'idée me vient. Je sais que il y en a qui sont dans l'ascenseur, parce que je le connais, qui vont s'arrêter à l'entresol. Ils vont donc faire sortir tout le monde. Ça va prendre du temps. Et là, je pars comme un fou dans les ascenseurs. Et j'arrive sur le 3e étage où était le synchro. Et c'est moi qui ouvre la porte à Chaplin. Et Chaplin me voit faire « Oh, il me parle. Je comprends pas un mot de ce qu'il dit. Il enlève son gant et il me serre la main. Ouais. Voilà. Ouais, c'est magnifique. C'est un gros moment. Ouais. Si je pour vous moi. dis Tendre Poulet, Philippe Tendre Poulet. Philippe Noiret, ce film dont vous allez écrire l'histoire. Oui, j'ai écrit un roman policier qui s'appelait Ouais. Le Frelon et qui a été adapté. Et donc, je suis au générique de ce film qui s'appelle Tendre Poulet, que j'ai eu la chance de faire, de Broca, Philippe de Noiret Broca. et Annie Girardot. Ouais, Annie ouais. Girardot. Incroyable. Et puis une pièce de théâtre. Oui, J'irai dormir à l'Élysée. je suis l'inventeur de la première femme présidente de la République. Ça va être un triomphe pendant 8 ans. 8 ans. On au va théâtre. jouer 8 ans. De 80 à 88, on va jouer cette pièce et on va avoir 7 présidentes différentes. Ouais. Quel souvenir vous avez, Jean-Paul. Mais Oui. quel souvenir. Puis c'est dans ce livre plein d'anecdotes. Je sais pas, par exemple, tiens, Colette, la fameuse écrivaine, et puis Maurice Chevalier. On s'attend pas à ça. Vous êtes chez Maurice Chevalier, encore. C'est vrai. Un Et- artiste et- incroyable. Oui. Ah oui, alors on va préparer une émission chez Maurice. Et puis, pendant qu'on parle, on prépare les choses, il parle avec Bellemare. Et moi, je vois cette photo. Il y avait une photo d'une femme nue, comme on les faisait, un col en chair, hein, et une dédicace. Et je dis, ça doit être quelqu'un de connu, puisqu'elle était sur son piano. Et je m'approche comme ça. Et Maurice s'aperçoit, et il me dit, il roulait les airs. Hein. Alors, Roland, on ruc. Alors je fais, oh non, excusez-moi Maurice, mais je regardais, il me dit, vous savez qui c'est? Non. Mais c'est Madame Colette. Je dis, l'écrivaine, Madame Colette? On disait l'écrivain à l'époque. Et donc, oui, c'est elle. Vous savez, j'avais 17 ans, j'étais amoureux d'elle, et elle était dans un cabaret où elle était danseuse. Et donc, en sortant, il y avait cette photo-là. Je pique la photo, je la mets en douce, je sors, et je la mets dans un livre, et je l'oublie 40 ans. Au bout de 40 ans, en rangeant, je la retrouve. Et je dis, mais je vais la faire dédicacer. Je l'envoie à Madame Colette, qui à ce moment-là était archi connue, présidente du Goncourt. Elle habitait le Palais Royal. Et donc, il l'envoie et dit, et je l'ai reçue. Et alors, je peux lire la dédicace, bien sûr. Alors, j'ai lu la dédicace, c'est merveilleux. Il y avait écrit, nous avions 20 ans. Nous aurions pu, mais vous n'avez pas voulu. Aujourd'hui, vous voudriez que nous ne pourrions plus. C'est magnifique. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Signé Colette. Ah ouais. Non, un chef-d'œuvre du cinéma, Les Enfants du Paradis, de Oui. Marcel Carné. Et ça vous dit quelque chose parce que vous êtes sur le tournage, Jean-Paul. Je suis Vous assistez au tournage. Ben, c'est-à-dire que je fais partie du tournage, puisque je suis dans les figurants qu'il y a dans le théâtre où il y a-t-il les Enfants du Paradis. Je vous ai donné une photo d'ailleurs, Oui. avec où je suis. Voilà, je on la suis voit, dessus. on la voit, ben la voilà, photo. ben c'est moi qui suis là, à côté de Gaston Modo. Et donc, je me suis fait engager comme figurant, et j'ai la chance d'être à côté de Gaston Modo. On me voit 3 secondes, 4 secondes, parce que le temps de dire « je suis là », j'y suis plus. Et vous voyez Marcel Carné qui Alors, s'agite. ah oui, alors donc, on assiste pendant 3 jours à tout le temps qu'il faut pour préparer un plan, l'éclairage, etc. Et chaque fois, il y avait Marcel Carné qui arrivait. Il était en bretelles, il avait enlevé sa veste, il avait toujours un chapeau sur la tête. Et donc, on voyait qu'il s'énervait. Alors, c'est pas fini, bon, il faut attendre. Hein. C'est pourquoi je vous disais, pour faire du cinéma, il faut une bonne chaise. Oui, oui, c'est ça. Et donc, on voyait Carnet qui venait. Et à un moment donné, il s'engueule avec le chef opérateur ou je sais pas qui. Il s'engueule devant cette salle
complet avec tous les figurants. Et puis, au comble du comble de la fureur, il prend son chapeau, il le jette par terre et il le piétine. Et les gens applaudissent. Et nous, il y avait tous les frimants qui étaient là, qui voient ce geste-là ridicule, ô combien. Et d'un seul coup, il réalise qu'il fait ça en public et devant tout le monde. Alors il a montré le point, on a redoublé les applaudissements, on l'a plus revu de la journée. Vous allez revoir Arletty quelques temps après. Alors, des années plus tard, j'ai cette chance, j'avais créé une pièce qui s'appelait La Chienlit, et j'avais été la lire à Arletty, qui était d'accord pour la jouer, mais malheureusement, son ophtalmo lui a dit « Si vous voulez être complètement aveugle, vous jouez une pièce de théâtre et c'est fini. » Donc elle n'a pas pu la jouer. Mais j'ai été la voir, j'ai été lui lire, elle était d'accord. Ouais. Ça m'a fait tellement plaisir de voir Arletty, qui était un personnage merveilleux. Hein, quand on lui a reproché d'être avec un Allemand, elle dit « Mon cœur est français, mon cul est international. » Oui, oui, c'est Arletty. Rému, autre monstre sacré, vous dites pas commode, le Rému, hein? Alors c'est un autre personnage que j'ai rencontré. J'ai eu la chance de rencontrer le grand Rému. Le grand Rému. Orson Welles disait que c'était le meilleur acteur du monde. Hein. Et donc Rému, il habitait rue Washington. Et quand on voulait le voir, il était souvent au Fouquet's. Et je le rencontre sur les Champs-Élysées. « Monsieur Rému, s'il vous plaît, un autographe. » Non. Ça tombait. Non. Et puis, il ne fallait pas insister. Hein. Ouais. Louis de Funès, Les Belles Bacchantes de Robert Déry. Vous racontez qu'il s'imposait dans la pièce. Oui. C'était pas encore la grande vedette, non. Mais quelque part, il prenait de la place. Hein. C'est-à-dire qu'il avait... il faisait une pièce de Robert Déry qui s'appelait Les Belles Bacchantes. Et il y avait un petit rôle. Il n'avait pas de rôle pour lui. Il dit, Louis, je suis désolé, mais il n'y a rien pour toi. En fait. Il dit, mais si, il y a l'inspecteur. Il dit, oh, bon, l'inspecteur, il fait 2 apparitions. C'est pas un rôle pour toi, Louis. Il dit, oh, mais si, mais je veux jouer l'inspecteur. Il dit, mais non. Et puis, comme De Funès connaissait bien monsieur Sanselme, qui était le directeur, il lui dit, il faut absolument. Et donc, il insiste. Et finalement, il le prend pour faire l'inspecteur. Et j'ai assisté, je suis allé à la générale de la pièce, Les Belles Bacchantes. Il faisait l'inspecteur en faisant... Il a fait un triomphe. Oui. Le lendemain, on ne parlait pas de Déry, on parlait de Funès. Alors ça devait être jaloux, Déry. Oui, t'es fou furieux. Faux furieux. Oui. Faux furieux. Et ça a passé son temps. Il lui disait, mais non, mais là, t'en fais trop. Il y a des scènes derrière qu'il faut placer sur le rythme, etc. Il s'en foutait. Il rentrait. Rien que de voir la gueule qu'il avait fait. L'inspecteur de la mondaine qui venait auprès des girls pour voir s'il n'y avait pas de trucage. Vous avez fait des rencontres. À un moment donné, il y a un type, vous croyez que c'était un SDF, un clochard, dans une émission de télévision, avant de découvrir qu'il s'agissait d'une légende du cinéma américain. Mais c'est un clochard. C'est pareil. Je faisais une émission qui s'appelait La 5e manche, et j'allais tous les jours enregistrer le vainqueur, le gagnant, celui qui avait gagné les 4 manches et qui tentait la 5e manche, qui augmentait. Et je vois dans le studio, pendant que j'enregistrais, donc là, au téléphone, le gagnant des 4 manches, je vois, il faut rentrer un clochard avec des lunettes cassées, etc. Mais vraiment un clochard. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? On fout ce clochard. Et puis, ils font du bruit. Alors ça m'a gêné un peu. Enfin, bref, je sors le truc, je dis, pour faire quand même attention, pendant que j'enregistre, de pas faire. Qui c'est ça? Il m'a dit, tu l'as pas reconnu? Je dis, comment veux-tu? John Ford. John Ford. La chevauchée fantastique. Tous ces films formidables qu'il a fait. Tu sais, si on a fait, c'est un géant du cinéma. Il avait perdu un œil. Et donc, il dit, on a été le chercher au Claridge. Et tu aurais vu, il y avait des bouteilles partout. Il s'était cassé la gueule dans les escaliers. Ouais. Oui. Ah, puis c'était pas c'était réellement 2 bouteilles de whisky à la fois. Bon. Et donc, il avait été le chercher. Et à ce moment-là, je l'ai regardé différemment.
ils ont fait rentrer dans la cabine ce clochard, qui était un costume en lin, qui était les ongles manucurés, mais comme un clochard. Et on a apporté, le garçon apporte, un demi de bière et un petit verre de cognac rempli. Il a pris le cognac, il a bu un petit coup de verre pour faire de la place, il a mis le cognac dans la bière, il a bu tout d'un coup, et derrière ça, il a fait un rot, mais un rot digne de Zeus. Oh! Et je regrette toujours, ça avait été enregistré, de ne pas avoir eu le rot de John Ford. Ah oui, ah oui. Merveilleux personnage de légende. Oui. C'est- Comme vous, personnage de légende, Jean-Paul Rouland. Là, vous dites, ah, je ne suis qu'un baladin saltimbanque, dans ce sens où depuis toujours j'ai puisé dans mon imagination pour tenter de distraire, sans vulgarité, nos contemporains. C'est vrai d'ailleurs, vous dites aujourd'hui, c'est la télé du m'as-tu vu un peu. C'est plus votre télé, là, ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Non, mais pour la plupart, d'ailleurs, c'est plus de la télé, ça devient, c'est de la radio filmée. Ça a été un petit peu ce que l'on voulait faire avec Pierre, avec Bellemare, parce que tout ce qu'on a fait à Europe pendant 20 ans, puisqu'on a fait tous les jours une émission avec Pierre, 1h30 sur Europe. Donc il suffisait de mettre des caméras comme ils font maintenant, pour qu'on passe au détente en public. Il y avait des gens qui réagissaient, qui rigolaient, etc. C'était une émission de radio-télévision. Oui, mais là, quand vous dites aujourd'hui, vous dites quoi? C'est télé, ma gueule, c'est la télé, on se regarde dans le miroir. Ah bah oui, ben ça non, certains, comme les cabots d'autrefois. On disait, il y a des comédiens, puis il y en a, c'est des cabots. C'est-à-dire que le cabot, c'est celui qui s'adresse au public, hein, et qui fait ses effets en disant, t'as vu comme j'ai une bonne voix qui porte, etc. Et regardez, il faut pas oublier, des chefs de claque, ils payaient des gens dans la salle pour applaudir leurs répliques, faut pas l'oublier. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui à la télé, parce que vous avez des chroniqueurs qui se regardent parler et qui se disent, qu'est-ce que je suis beau, là, qu'est-ce que je suis intelligent. Et ça se voit. Pour moi, les gens ne le voient pas, mais moi qui sais et qui m'a habitué à ne jamais regarder la télé. Là, par contre, là, je la regarde. Tiens. Tu vois, là, je les regarde. Je sais où c'est. Je ne la regarde pas. On m'a appris qu'il fallait l'ignorer. C'est vrai que c'est le mieux. Sauf quand on a besoin d'expliquer aux téléspectateurs quelque chose. Là, je vous dis bonjour, tout va bien. Ça va bien? Bon. Ouais. Un secret du bonheur. Vous parlez de votre femme, de la rencontre en printemps 1961, qui va changer votre vie, et puis vous dites que vous allez passer tout votre argent dans les vacances. Pas de maison secondaire, rien. Oui. Vivez votre vie. Vous êtes un jouisseur, Jean-Paul. Je suis un jouisseur. Oui. Je suis un jouisseur. J'ai décidé un jour, et je vais vous dire pourquoi. En 68, quand il y a eu les événements de 68, d'un seul coup, la radio s'est arrêtée, la télé aussi. Et comme je gagnais ma vie à la radio, à la télévision, plus rien. D'un seul coup, je dis, ça arrive ces choses-là. Et quand Bellemare m'a dit, oui, il va falloir qu'on dégraisse la société, on commence à licencier vous aviez fait des une gens. société à deux, hein? Oui, à deux, avec Pierre. Et donc, il faut... Mais tu vas tout de même pas... tu veux qu'on ferme la boutique? Faut que je licencie un tel. Et je me suis dit, oh là, c'est effrayant, parce que ça peut arriver. Alors, et j'ai eu cette idée de génie, prends tes vacances comme si c'était les dernières. Toujours. Et à partir de là, j'ai investi non pas dans la pierre pour avoir une maison de campagne, pour avoir un appartement. J'ai investi dans mes souvenirs. Et c'est ce qui m'a fait prendre le Concorde 3 fois. J'ai pris 3 fois le Concorde. On a pris on a fait une vie princière grâce à ça. Oui. Quelle belle vie. Oui. Hein? Ah oui. Vous êtes formidable, Jean-Paul Rouland. Je suis formidable. Vous êtes formidable, comme l'aurait dit Bellemare. Oui, l'idée de vous êtes formidable, ça s'adressait au public. Ouais. Et on disait, sans vous, on ne peut rien, mais avec vous, on est formidable. Oui, et c'est ce que vous dites d'ailleurs, parce que quand je dis je voulais distraire, c'est qu'au fond, c'est le public qui a guidé votre vie. Oui, c'est le public qui m'apportait, parce que j'apportais la gaieté. Quand il y avait avec mon frère Jacques, quand on disait, il y a des émissions des roulants,
c'était la bonne humeur. On savait qu'on apportait la gaieté, la joie de vivre. Pas la prétention, on n'avait aucune prétention, Oui. mais si ce n'est que distraire autour de nous. C'est Et ça. d'apporter la dérision et l'autodérision. C'est mon grand-père qui m'a apporté ça. Votre grand-père qui avait vécu 3 guerres, il faut quand même le dire. Hein. Ah ben, 3 guerres. il était né en 70, en effet, il était né en 70 et il est mort en 50. Et il m'a appris la dérision. On était dans un petit bled en Normandie et on était haut comme 3 pommes. Et quand on arrivait au bord de la mer, et il disait ça sent la merde ici. Alors, quand vous êtes gamin, vous avez 5 ans, que votre grand-père dit, et que la grand-mère dit Louis, qu'est-ce que c'est hein Bon, qu'elle rappelle à l'ordre. Et nous, on rigole et dit mais comment tu ne sens pas vous ne sentez pas on sent la merde ici. Bon, voilà, et tout était à l'avenant. Il connaissait tout le nom des oiseaux. Il m'a appris plein de choses. C'est lui qui m'a fait que j'ai connu la dérision et j'ai pratiqué l'autodérision. Oui. Je pense à Pierre Tchernia. Je pense à tous ces visages qui nous ont Tous ces enchantés. gentils. Voilà, Ouais. là vous citez des gens que j'ai aimés, qui nous ont côtoyés, qui étaient des gentils, des Jacques Legras, des Pierre Tchernia, des tas de gens, des Georges Guettari, j'étais très proche de lui parce que sa femme, Janine Guyon, était réalisatrice. Et pendant des années, on a fait des émissions avec sa femme. Et j'étais devenu très ami avec ma femme aussi. Et donc, chez Georges Guettari, qui, jusqu'au bout, au moment où il n'était plus une grande vedette, il faisait des tours de chant parfois. Jusqu'au bout, il a dit un sketch que j'avais écrit pour lui et qui s'appelait La main. Ah, vous ne voulez pas nous le faire, là? Si. Allez, Jean-Paul. Alors, la main, c'est beau une main. D'abord, ça a des doigts. Un pouce pour basculer le destin. Un index pour désigner les mal élevés. Un majeur pour surveiller les plus petits. Un index pour plaquer l'accord parfait de l'amour. Et un petit doigt qui sait tout, qui connaît tout, qui apprend tout, même à mentir aux enfants. Une main, c'est beau, une main. Merci, Jean-Paul. J'ai presque l'impression d'avoir un gamin en face de moi. Un enfant. Je crois que je suis le resté, oui. C'est pourquoi on me dit, tu vas retomber en enfant. Je dis, c'est pas la peine, je ne l'ai jamais quitté. Ouais. 1928, moins 4%. Et bientôt, Oui. moins 3. Mais vous reviendrez pour moins 3, moins 2, moins 1. Ben, je viendrai pour moins 0, vous verrez. Oui. Jean-Paul Rouland, édité aux éditions Rouland, vous voyez, ça tombe bien. Oui. Hein. Oui. J'ai la mémoire qui planche. Oui, faut m'appeler, faut taper simplement mon nom, Oui. Roulant, et ça arrive. Ça arrive. Sûr. Allez, pour retrouver tous ces souvenirs de Jean-Paul. C'était un bonheur, Jean-Paul. Oui, Allez. le bonheur est partagé. Hein. Ça faisait 4 ans que j'étais venu déjà. Oui. Eh ben oui, je reviendrai pour mes 100 ans à ce moment-là. J'y compte. Oui. Faut taper sur Amazon. Hein. Ouais. Jean-Paul Rouland. Merci beaucoup, Jean-Paul.